se retrouve avec un invité que vous avez l'habitude de croiser sur la chaîne, Marc Zeller. D'ailleurs, Benoît, je vois que tu as nommé le live Marc Zeller avec deux A. Ah, Bien mais joué à toi. quel cassos. Marc Zeller, qui est une icône, quelqu'un que l'on connaît via son implication dans le protocole AAV et aussi en règle plus générale sur tout ce qui touche à Ethereum, les rendements, les stratégies, les boucles. Grand contributeur sur Cardano. Ah bah alors là, ça c'est le futur. Et comme d'habitude, je vous propose cette émission avec mon ami Benoît qui est en haut à gauche de l'écran. À gauche, hein, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On va attendre quelques instants, le temps que la notification se propage. Et puis voilà. Et puis voilà, et bienvenue à notre colloque sur pourquoi ADA est l'avenir. Pourquoi le Haskell dominera les langages informatiques de demain et pourquoi Charles Hoskinson est le génie incompris qui a dépassé Vitalik. Nous avons il peut racheter Coindesk, selon ses propos. Je veux dire, 200 millions ne les ferait pas. Donc... C'est dommage parce que c'est de qualité, un Coindesk. Hein. C'est pas si mal. Ce sera Coin. Et ça deviendra exactement comme ce qu'on a fait avec CoinMarketCap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Binance les a achetés, on est allé sur CoinGecko. À partir du moment où Coindesk sera acheté, on retournera au journal du coin parce que c'est bien le journal du coin. Écoute, avec plaisir, hein, on vous accueillera avec plaisir. Bon, moi je suis content. Donc on a quand même des actualités. Hein. Ça y est, on a un programme. Hein. Donc on a une grosse actualité dans le monde de la DeFi. C'est le vote pour la V3 de AAV qui a été conclu aujourd'hui, qui a été validé. Donc je sais que tu as repris ça sur ton fil Twitter. Moi j'ai pu suivre. Enfin, les gens ont pu voter, les détenteurs de AAV ont pu voter. Donc ça sort demain. Il y aura des news. Mais déjà, moi, ce sera un petit point sur ça. Ensuite, évidemment, un petit peu d'Ethereum. Il y aura de la bagarre avec pourquoi, selon toi, comment est positionné Ethereum par rapport aux autres layers, notamment Bitcoin et les autres. Enfin voilà, on a un programme chargé, mais je pense qu'on peut commencer par AAV. Et si tu peux nous faire un récap de qu'est-ce que va entraîner la V3, comment ça s'est passé, quand est-ce que ça arrive, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors, le suspense est pas vraiment insoutenable puisque le vote est clos. Là, on est dans la période, comme AV est un protocole décentralisé, il y a personne qui appuie sur un bouton pour déployer les nouvelles versions. Il se passe un vote sur des smart contracts de gouvernance. Donc, les gens qui ont du token AV peuvent décider s'ils ont envie ou pas qu'il y ait des modifications sur le protocole ou une nouvelle version qui se déploie. C'est ce qui s'est passé au cours de la semaine. Le vote a commencé lundi, il s'est clôturé ce matin, si je dis pas de bêtises, ou hier soir dans la nuit. Donc ce vote est positif. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la période de time lock qui permet de vérifier si tout a été codé comme prévu. Bon, a priori, il n'y a pas de surprise non plus. Et déployer automatiquement la version pour ceux qui nous écoutent depuis la France métropolitaine à peu près dans la matinée, en fin de matinée demain. Donc pas de suspense. La AVV3 sera déployée demain. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, il y a pas mal de choses, mais je vais me concentrer sur celle dont on va parler aujourd'hui, qui est plus liée au farming. C'est ce qu'on appelle le Efficiency Mode. Le E-Mode permet, quand on dépose et emprunte des actifs qui sont de la même classe d'actifs, donc fortement corrélés ensemble, d'avoir des paramètres de risque qui sont différents. C'est-à-dire que si vous déposez de l'Ether et que vous déposez un LSD, Liquid Staking Derivative, donc un token qui va représenter du staking dans Ethereum, vous n'allez pas avoir un pouvoir d'emprunt de 80% de la valeur de votre dépôt, mais ça va monter carrément à 95, 96, 97%. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir des boucles de levier, puisqu'on a un plus gros pouvoir d'emprunt. Et du coup, par exemple, à 97% ou à 98%, on est quasiment à un x10 en levier possible. Alors, quel est l'intérêt de déposer de l'Ether et d'emprunter de l'Ether on pourrait se dire, c'est un peu bizarre d'avoir un collatéral en Ether et une dette en Ether, puisque c'est le même actif. Donc, comment on traite ça? C'est intéressant parce que si c'est pas exactement de l'Ether, mais un liquid staking dérivatif, en fait, ce jeton propose le rendement
du staking d'Ethereum, qui en ce moment, selon l'actif, est entre 4,7% et 7%. Et le fait qu'on peut déposer cet actif en collatéral, emprunter de l'Ether et éventuellement le convertir en plus de jetons de staking, en fait, ça va avoir un effet de levier sur les revenus du staking. Donc, on va bien sûr payer le coût de l'emprunt de l'Ether, mais comme ce coût de l'emprunt de l'Ether est possiblement inférieur au rendement du staking, parce que par exemple, si ça nous coûte 2% d'emprunter de l'Ether, mais que ça nous rapporte 5% de staker de l'Ether, on va pouvoir avoir un effet de levier. Et en fait, cette différence entre le coût et le rendement, elle va avoir un effet de levier. Et du coup, c'est quelque chose qui avait déjà été exploré avec beaucoup de succès. Il y a plus d'1,5 milliard de positions en dollars de positions sur AV qui fait ça, avec le STET, qui est l'actif de Lido, qui représente le staking sur Ethereum et l'Ether. Mais ça, c'était sans le efficiency mode. Donc, le levier maximum était de 2,5. Là, on va pouvoir avoir théoriquement, alors je conseille pas aux gens de faire du x10, je conseille pas aux gens de faire casser la banque parce que les liquidations sont possibles, mais on va potentiellement aller jusqu'à x10 sur cet actif et donc quadrupler le rendement de cette stratégie en utilisant le même protocole, en utilisant AV, sans augmenter le risque pour le protocole en lui-même, puisque les positions dans e-mode sont isolées en termes de risque. Donc on est sur ce truc-là. Le e-mode, c'est pas que de l'Ether, c'est aussi les stablecoins. Et là où ça devient intéressant, pour l'instant, c'est un tout petit marché, mais j'espère qu'il va être amené à se développer. C'est quelque chose qu'on a déjà développé sur Polygon. C'est les stablecoins qui sont pas forcément que du dollar. Donc, il y a USDC, le DAI, etc., qui est très utilisé. Mais on a de plus en plus de stablecoins euros qui existent, avec notamment, on a de la chance, un peu cocorico, on a Angle avec le AG euro et le J euro. Et en fait, avec ce e-mode et ces fameux 97 voire 98% de LTV, on va pouvoir faire des effets de levier, mais sur des devises. Et du coup, si vous avez envie de shorter l'euro parce que vous aimez pas trop Christine Lagarde, vous pourrez le faire en utilisant de l'USDC ou du DAI ou de l'USD, pas de l'USDT parce que c'est pas un collatéral, du USDC ou du DAI pour shorter l'euro avec un effet de levier. Et du coup, si on regarde par exemple ce qui s'est passé en 2022 où l'euro s'est pas mal pété la gueule comparé au dollar, ça aurait été un effet de levier sur cette position-là. Et inversement, si vous pensez que l'euro est arrivé à un niveau relativement stable et que le dollar perd de la vitesse, qui se passe sur ces dernières semaines, vous pouvez faire le contraire, c'est-à-dire avoir un effet de levier pour déclarer votre amour à Christine Lagarde et moins à Jérôme Powell. Et avoir ces positions-là. Et en fait, le Forex, c'est un marché qui est intéressant, qui est très, très peu développé dans la finance décentralisée aujourd'hui. Mais je rappelle aux gens qui nous écoutent que c'est le premier marché mondial en termes de volume. 5 000 milliards, plus de 5 000 milliards en moyenne de volume journalier sur ce marché-là. Donc, c'est plutôt intéressant qu'on se développe dans cette direction. Qu'est-ce que vous avez comme autre devise exotique? Tiens, pour rebondir sur euro, vous en avez d'autres? Est-ce que vous en avez des asiatiques, pas encore, mais en fait, l'une des innovations intéressantes de la V3, c'est que on a le isolation mode et les caps sur les dépôts et les emprunts. C'est-à-dire que maintenant, le protocole peut ajouter un actif, mais dire que cet actif ne peut être utilisé que comme monnaie empruntable ou être utilisé comme collatéral que pour emprunter l'actif X, Y et Z et pas les autres actifs sur AV. Peut être déposé mais que à hauteur par exemple d'1 million de dollars et pas de potentiellement tout le supply, et peut être emprunté à hauteur de X dollars et pas tout le supply, etc. Ce qui limite énormément les vecteurs d'attaque et ce qui permet aussi d'avoir une politique d'onboarding d'actifs qui est beaucoup plus moins dure, moins conservatrice, puisque on peut ajouter des actifs qui ne seraient pas potentiellement à la maturité nécessaire d'être dans un AVV2 ou un AVV1, mais on le fait de manière limitée. C'est comme
c'est faire du vélo avec les petites roues. C'est on ajoute l'actif en mode sécurité et du coup ça permet de rajouter des actifs et ça ce serait intéressant de rajouter des devises un petit peu plus exotiques. Ok, donc ouais, ok, mais c'est super intéressant. Et pour rester sur ce sujet-là, donc très précis, donc avec les boucles ETH, avec donc les LSD, Liquid Staking Derivatives, ce que tu disais, donc les Rocket Pool, les Lido. Toi, qu'est-ce que tu vas faire à titre perso? Comment tu penses utiliser cette stratégie? Tu penses passer par là? Quel serait ton levier si tu devais choisir? Ça n'engage que toi. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est pas comme d'habitude, hein, c'est pas des conseils. Mais moi, je serais curieux de savoir ton approche que tu vas prendre, toi. Tu penses? Moi, j'ai une approche de levier mixte, puisque je crois en Ethereum, en tout cas depuis ces 7 dernières années. Et puis, donc, ma position, c'est que j'aime bien avoir plus d'Ether. C'est toujours sympa d'avoir plus d'Ether. On n'a jamais assez d'Ether. Et du coup, j'ai une position mixte, c'est-à-dire que j'utilise le STETH pour l'instant, Ouais. mais on va en parler, qui est le seul actif de Liquid Staking. Ah, ma caméra a pété. Ta caméra vient de faire Une ta dinguerie. voix est de velours. Donc je disais une stratégie mixte, c'est-à-dire que j'utilise le Liquid Staking dérivative STETH qui permet d'être exposé au rendement du staking d'Ethereum, donc aux alentours de 5% en ce moment. Donc naturellement par an mon stack d'Ether augmente de 5% grâce au revenu du staking, et ça je m'en sers comme collatéral pour emprunter des stablecoins. Et ces stablecoins, je m'en sers pour acheter des Ethers. Donc en fait, c'est un petit effet de levier. Comme on est sur de la surcollatéralisation, j'ai pas une dette qui est plus grande que la valeur de mon collatéral. Je peux me faire liquider, mais c'est très important. Si le prix de l'Ether descend trop, il peut y avoir une liquidation, donc il faut faire attention à ça et faites vos propres recherches. On n'est pas en train de vous conseiller de faire ce que je fais. Et donc ça me fait plus d'Ethers. Ces Ethers, je les stake, ça devient du STETH, ça me donne plus de collatéral. Et ce STETH, j'emprunte de l'Ether pour le transformer en STETH et faire une boucle de levier, mais cette fois en e-mode. Donc cette fois pour pas en e-mode encore puisque ce sera demain, mais dans l'équivalent qui est beaucoup plus limité de la V2, et ces Ethers sont transformés en STETH qui augmente mon collatéral, et ce qui me permet de jouer deux fois, c'est-à-dire une fois sur augmenter le revenu de mon staking et une deuxième fois sur augmenter mon stack d'Ether, sachant que le revenu des STETH, environ 5%, les stablecoins me coûtent entre 2 et 2,5%. Donc la valeur de mon collatéral, si la valorisation de l'Ether était au moins constante, c'est-à-dire ça n'a pas besoin d'augmenter, mais au moins constante, augmenterait plus vite que la valeur de ma dette. Et du coup, j'ai une collatéralisation qui augmente au fil du temps. Mais là où j'attire vraiment votre attention sur les risques, on n'est pas là pour vous dire de faire les fifous, c'est que si la valeur de l'Ether descend, la valeur de ma dette, elle est toujours en dollars. Donc a priori, elle sera stable et elle augmentera plus vite que la valeur de mon collatéral, ce qui peut mener à une liquidation. Donc faites attention à vous si vous nous écoutez. Mais donc toi tu fais les deux. Donc si j'ai bien compris, toi tu vas emprunter, enfin tu vas essayer d'augmenter ton stack d'Ether en te servant de tes Ethers en collatéral pour du stable et pour en avoir plus donc. Et ensuite tu vas faire le fou avec ton e-mode. Exactement. Le e-mode c'est demain, mais l'équivalent beaucoup plus limité. Tu feras le fou avec. Exactement. Ouais. Et le rendement escompté. Pourquoi ça marche pas? Tu as une idée? Le rendement sur Ethereum, ça dépendra avec ta boucle, ça dépend du levier, du risque que tu prends, évidemment. Tu vois, je dirais. Avec toi, le risque qui te semble acceptable, c'est des ordres de grandeur. Alors là, il y a tout le monde qui joue avec la caméra. Bon, mais vous me verrez j'essaye de réparer, désolé, en même temps, mais je t'écoute et je participe à la conversation. Mais je sais pas ce qui se passe. C'est ma caméra, voilà. Arrêtez de jouer avec vos poupées vaudou. Vous inquiétez pas, Satoshi Nakamoto est toujours. Il est avec nous, il est dans nos cœurs, Satoshi, on l'aime. Il vous regarde. Il a probablement de l'Ether aujourd'hui. Ah non, merde, je vais encore plus jouer. Et donc, en termes de rendement. Tu fais tout ça déjà. Attends, première, tu fais tout ça sur AAV, on est d'accord?
Je fais tout ça sur AV, mais vous n'avez pas besoin, si vous voulez pas aller dans une stratégie un peu complexe comme la mienne et rester sur quelque chose de simple, vous avez un site qui est très bien, qui vous permet en un clic de le faire. C'est light.instadapp.io. Et dans un petit peu moins de 2 semaines, ils sortent une nouvelle version de ce Vault qui va intégrer AVV3 et qui devrait avoir des rendements supérieurs à ce qu'il est aujourd'hui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes sur Instadapp aujourd'hui, vos tokens d'Instadapp déposés sur Instagram pourront être migrés. Ça, j'ai parlé avec l'équipe aujourd'hui. Pourront être migrés sur le nouveau Vault. Donc, si vous voulez essayer, c'est disponible. Instadapp, c'est une équipe très sérieuse qui bosse depuis longtemps. C'est un protocole qui est audité, donc il y a toujours un risque, bien sûr, mais a priori, c'est plutôt ça fou. Ok, donc ça, c'est la petite surcouche qui te permet de faire des stratégies simplement sur un AV en posant par une interface bien cool. Et qui sera compatible avec la V3 d'ici pas longtemps. Mais c'est sympa. Moi, je pense que je vais sans doute, à titre personnel, explorer ça parce que effectivement, des bouts compliqués qu'il faut manager, parce que le risque étant de ne pas parce que c'est bien d'accumuler des Ethers, mais quand on les perd, c'est pas cool. Ah oui, c'est toujours moins marrant, ouais, effectivement. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça c'est tes petites stratégies. Donc, est-ce que tu as d'autres stratégies sur Ether ou sur Ether pur, non, pour l'instant non. Le emote, ça va bien aider là-dessus. Puisque on va pouvoir faire vraiment des effets de levier sur le staking d'Ether. Après, il y a toujours des stratégies un peu plus degen, mais en ce moment, elles sont pas trop de bonne qualité. Donc, je me sens pas vraiment de le partager à la communauté. Il y a toujours deux réactions comme ça. C'est de toute façon, on comprend rien à ce que tu dis, donc on s'en fout. C'est dans le public. Hein. Ou alors, c'est quoi ces shitcoins, etc. Donc, je préfère être discret sur les trucs un peu plus degen. Puis en plus, moi, ça répond aux questions qui m'intéressent. Parce qu'il faut savoir que les questions que je pose sont aussi celles qui m'intéressent le plus. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était sur Ether. Donc, mais t'inquiète pas, on ira voir les petits shitcoineries quand même. Il y aura un passage. Il en faut pour tout le monde. Il y aura toujours. Donc, mais oui, il y en aura. Est-ce que la roadmap à suivre sur AAB, est-ce qu'il y a d'autres merveilles qui vont venir, je pense, en particulier, je crois que vous avez un stablecoin. Hein. Alors, oui, la roadmap, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai autant de galères techniques. Donc là, ton son est limpide. Bon, c'est déjà bien. Ouais. Ton son est limpide. Tes stratégies sont certainement limpides aussi. Bon, pour certains, en tout cas. Donc, en termes de roadmap, là, moi, je travaille plus particulièrement sur les liquid staking dérivatives. Donc, l'idée d'en rajouter d'autres, puisque là, actuellement, il n'y a que Lido qui est sur AV. Donc, il y a 3 proposals qui sont en préparation. Je lead 2 d'entre elles et c'est d'autres habits de la gouvernance qui en lead une autre. La première, c'est CBET, les Ethers de Coinbase. La seconde, c'est RET, que je lead et avec grand plaisir parce que je suis assez fan de Rocket Pool. Et du coup, ça permettra de faire tout ce que j'ai décrit jusqu'ici sur la V3 avec des Ethers qui sont stakés sur Rocket Pool. Celle-là, normalement, on attend les paramètres de risque et ce sera publié au vote lundi. Si je dis pas de bêtises, on verra bien, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Et la troisième, ça prendra un petit peu plus de temps parce que le projet est un peu moins mature, mais très intéressant aussi. C'est le Frax, S-Frax-Et de Frax Finance, qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est le liquid staking dérivatif qui a le meilleur rendement. Alors, au final, ils finiront tous par avoir le même rendement, parce que tu sais, il y a de la variance. Le staking, c'est le staking. On peut pas gagner vraiment beaucoup plus que les autres. Mais en ce moment, c'est celui qui rapporte le plus avec un petit peu plus de 7%. Il est très centralisé dans sa version actuelle, mais c'est un produit qui est intéressant. Et moi, je suis vraiment pour la diversité dans les tokens de staking liquide, parce que c'est comme Lido aujourd'hui, ça représente un tout petit peu moins de 30%, mais très proche de 30% de tout le staking d'Ethereum. Quand on rajoute Coinbase et les autres, on est déjà à plus de la moitié.
Donc tout ça, c'est plein d'opérateurs différents et c'est bien d'avoir de nouveaux acteurs qui arrivent, comme les mining pools sur Bitcoin. Si tu as 3 mining Oui, pools, oui, c'est oui. beaucoup plus chiant que si tu en as 12. Même si on Mhm. pourrait toujours dire que le hash rate peut se déplacer autant qu'il y a aussi vite, etc. C'est toujours bien d'avoir un marché qui est bien distribué sur une dizaine d'acteurs et de pas avoir un acteur à 30%. Moi personnellement, ça me gêne un peu. Je serais plus Mhm. confortable si Lido, et je leur souhaite le meilleur, hein, c'est pas du tout une critique de Lido, c'est un très bon projet, mais je serais plus confortable s'ils étaient à 20% plutôt qu'à 30. Et si dans un an ou deux, ils sont à 15 parce qu'il y a une dizaine d'acteurs et ça reste les numéros 1, mais à 15% au lieu de 30 parce que les parts de marché se sont distribuées sur de la compétition. Je pense que pour la santé d'Ethereum et la décentralisation d'Ethereum, ça reste quand même plus intéressant, quoi. D'autant qu'on peut pas, à la différence par exemple, des pools de mining sur Bitcoin, là, je pense qu'en ce moment, avant Shanghai, je veux pas dire de conneries, mais tu me corrigeras, on peut pas facilement retirer et changer cet état de fait, non? C'est plus, Euh, Alors non, aujourd'hui, on ne peut pas retirer sur Ethereum. Le staking est à sens unique. C'est pour ça que beaucoup de gens passent par les liquid staking dérivatives, puisque en fait, ça c'est des protocoles plus ou moins décentralisés qui récupèrent les ethers des utilisateurs, mais ça reste non custodian. Stake ces ok, ethers avec des nœuds validateurs et vont minter un token qui est en fait un bon d'échange entre guillemets sur ces ethers stakés et vont distribuer le revenu de leur nœud validateur directement à ces tokens-là, soit en augmentant la valeur, c'est le ratio, c'est-à-dire le nombre d'ethers qu'on peut échanger par rapport à un token LSD, ou alors en faisant ce qu'on appelle des rebases, c'est ce que fait Lido, où le nombre de tokens qu'on a sur son wallet va augmenter en moyenne toutes les ok. 24 heures. Et aujourd'hui, on ne peut pas unstaker normalement un token de dérivé d'Ether. Il y en a certains, mais par contre, comme il y a de la liquidité, notamment sur Curve, pour le FraxETH et sur le STETH, qui est le token le plus liquide, on peut tout à fait aujourd'hui échanger des STL contre des Ethers. D'ailleurs, toute la stratégie de farming repose sur ça. Et on est sur une valorisation des tokens par rapport aux Ethers qui est très proche du 1-1. Il y a eu des périodes où ça a été plus volatile, mais comme on n'est qu'à quelques semaines de la mise à jour Shanghai, où de toute façon, a priori, les valorisations vont devenir de plus en plus proches parce que sinon ce sera facile d'arbitrer. Puisque s'il y en a un qui vaut un peu plus cher que l'autre, il suffit de staker ou alors de unstaker et de profiter de la différence de prix. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé sur des marchés qui ont déjà intégré le unstaking, comme par exemple Polygon. Aujourd'hui, si vous avez des Matic que vous voulez staker avec Lito, que vous avez du ST Matic ou avec Stader Labs, vous avez du Matic X, vous pouvez les unstaker à tout moment, ça prend 3 jours, vous faites une transaction et ça marche très bien. Et ce qu'on observe sur ces marchés-là qui ont déjà activé les withdraws, c'est que le PEG, c'est-à-dire la valorisation des tokens par rapport au sous-jacent, le Matic en l'occurrence ou l'Ether dans Ethereum, est beaucoup plus fort et beaucoup plus résilient. Donc, Oui, ce oui, serait ouais. choquant que ce qui marche ailleurs ne marche pas pour Ethereum. Oui. Donc ça serait un des effets. Donc là, tu as anticipé sur une de mes futures questions avec Shanghai. Ce serait un des effets, ce serait de rapprocher le PEG avec tous ces liquides dérivés, enfin, staking derivating, dérivés, Exactement. pardon. Tu Mais, aurais un PEG mais vous proche. inquiétez Mais il nous pas, hein, faudrait un bon spread. mais voilà, Il nous faudrait c'est un bon exactement good spread là. ce que j'allais dire. Ne vous inquiétez pas, nos amis maximalistes sur les réseaux sociaux vont vous dire que de toute façon, les withdraws, ça ne va pas marcher. Vont vous dire que de toute façon, Ethereum va se casser la gueule. Vont vous dire que de toute façon, puisqu'il y a les withdraws, tout le monde va vendre ses Ethers tout en même temps. Et ils vont rejouer la même partition un petit peu adaptée avec 2-3 annotations qui nous ont joué pendant le merge. On a bien vu que ça a été une catastrophe pendant toutes les mises à jour d'Ethereum. Et les mêmes causes impliquent les mêmes effets.
ils se ridiculiseront une fois de plus. Mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est le spectacle de Guignol. Attends, quand même. Pour la barre est à la défense. Donc, sur les quelques semaines qui se passent, là, effectivement, le ratio était plutôt en l'honneur de Bitcoin que celui d'Ethereum. Et je me demande, alors après, c'est toujours difficile. Ah, tu es revenu, parfait. Ah, attends, presque. Mais le ratio du Bitcoin, tu vois, par exemple, a repris un petit peu le dessus. Donc, il y avait un gros ascendant d'Ether sur Bitcoin. Et moi, je pense que c'est le sens de l'histoire, effectivement. Mais bon, sur ces dernières semaines, quand même, force est de reconstater que le Bitcoin a repris un petit peu du poil de la bête, notamment face, je pense, à l'Ether. Et il y a Samy qui, lui, nous montre qu'il est, il est capable de faire ce que tu n'arrives pas à faire. Ça, c'est de la méchanceté, tu vois. Le mec, voilà. Regarde, non, mais je reconnais, bravo. C'est pas dur, faut faire comme ça. Non, ça marchait pas très bien d'ailleurs. C'était pas une belle incrustation. Si tu m'autorises, je vais quitter et revenir. Je suis là dans une minute. Moins que ça. Mais vas-y. À tout de suite. Bon, mais voilà. Mais moi, j'ai tenté de jouer justement Non, je me suis pas laissé prendre par le FUD. Je suis allé full Ether et le FUD marche un peu quand même. Donc moi, la question que je me posais et que je poserai à Marc, mais bon, il a pas l'air convaincu. Lui, si c'est sur ces quelques mois, tu vois, pré-Shanghai, parce que effectivement, il va y avoir 1 million d'Ethers qui vont être libérés, donc qui pourrait avoir une pression baissière, qui, je pense, sera momentanée, mais qui est présente. Moi, je suis devenu un peu. Je me méfie beaucoup de ces événements d'unlock. Depuis l'épisode. Oui, le short Solana. Solana. Il était dans les commentaires, il y avait un fidèle. En fait, celui-là te prouve que les marchés ont des comportements qui vont. En fait, c'est peut-être déjà pressé, peut-être que ce n'est pas le cas, mais moi, le short Solana de janvier 2021, il m'a appris que ces événements d'unlock, les choses ne se passent jamais de la façon la plus intuitive ou logique ou évidente. C'est pas dire qu'il y a 10 ou 20 milliards de dollars d'Ethereum qui vont être libérés, que le cours, ça va être téléphoné, ça va drop à partir du... Peut-être que ça va pumper, que le truc est déjà pris en compte dans le prix. Aucune idée, mais je ne jouerai pas un short là-dessus à titre personnel, et c'est pas un conseil d'investissement. T'as perdu le goût du jeu, Samy. J'ai perdu ce qui me restait de cheveux sur ce short. Là, il y a un compte, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui s'est fait complètement liquider sur un short Aptos. Donc oui, dans la crypto et sur les marchés financiers, ne jamais parier contre la stupidité. Les marchés peuvent rester. Pardon, vas-y, désolé. Est-ce que vous avez vu le cours de Serum? Serum, qui est dans la tempête la plus totale, a fait une pumpada sauvage. Il est passé de 11 centimes à 60, alors que moi, je le voyais aller en enfer. Il y avait l'équipe, quand même, l'équipe de développeurs derrière Serum ne possédait plus les clés du smart contract, quand même, qui étaient aux mains du diable. Et, on a aussi eu le FTT. C'est-à-dire FTX, qui est un échange en faillite avec un fondateur probablement en prison dans pas si longtemps, qui a fait un pump incroyable. Donc, il y a une expression qui est très vraie, c'est que les marchés peuvent rester stupides plus longtemps que vous pouvez rester solvables. Donc, surtout si vous shortez. Et ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est étonnant. Il y a des comportements étonnants. Et oui, bon, écoute, je rejoins ta sagesse. De toute façon, je n'ai pas chanté Ether et je n'ai pas rebalancé. Mais moi, j'hésitais à rebalancer momentanément, tu vois, mon folio sur du Bitcoin, sachant que je suis plutôt, en ce moment, en tout cas à titre personnel, je trouve que la proposition de valeur d'Ether m'a l'air meilleure que Bitcoin, que j'ai pourtant beaucoup aimé, hein. Ça, c'est un trade que je ferai pas, mais qui est tout à fait compréhensible pour 2 raisons. Il y a 2 choses qui sont intéressantes. J'en ai parlé il y a pas longtemps, mais il y a 2 facteurs qui sont intéressants. C'est que on va certainement avoir de la food sur les réseaux sociaux, sur les withdraws, etc. Avec ça va mal se passer. 1 milliard d'Ethers vont être disponibles immédiatement. Voilà, les corbeaux vont coasser. Et le deuxième truc, mais ça par contre c'est vrai, c'est-à-dire que à partir du jour de Shanghai, tous les rewards des stakers deviennent liquides immédiatement.
Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que les withdraws, en fait, il y a un système de file d'attente où peut y avoir, si je dis pas de bêtises, entre 40 et 45 000 Ethers par jour qui peuvent unstaker, ce qui est la même chose en fait que la file d'attente pour staker. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 40 à 45 000 Ethers qui peuvent se staker. En fait, c'est le protocole qui lisse un petit peu les entrées et les sorties pour faire en sorte que le système soit stable. Mais le jour de Shanghai, les rewards sont immédiatement disponibles et ça représente environ 1 million d'Ethers. Donc c'est moins d'1% du supply, mais quand même le même jour pour tout le monde d'un seul coup disponible. Et donc là, je pense que les réseaux sociaux vont pas mal parler du fait que il y a 1 million d'Ethers qui vont être dumpés le même jour sur la gueule, etc. Donc ça pourrait faire des remous sur les marchés. Moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement de jouer ce trade parce que si on continue sur les faits, c'est qu'aujourd'hui, 70% de ces Ethers, ils sont déjà liquides. Parce que presque 60 à 70% du staking sur Ethereum, tu as déjà Lido, c'est 30%. Il y a le STETH qui est déjà liquide. Donc si les gens ils touchent leur reward tous les jours avec les rebases de STETH, donc s'ils voulaient vendre, ils ont le droit de le faire, hein, c'est déjà liquide. Le CBETH de Coinbase qui représente 15%, c'est exactement la même chose. Il est déjà liquide. Kraken qui représente 10%. C'est le ETH2. Si vous avez un compte sur Kraken, que vous avez stacké, vos rewards, elles sont en ETH2, elles sont liquides, vous pouvez les vendre contre des Ethers. Et en fait, ça, on peut le faire sur pas mal d'actifs. Ce qui fait que sur ces 1 million d'Ethers, la plupart, ils sont déjà liquides et il n'y a aucune différence avec le jour des withdraws. Il y a effectivement 30% des Ethers qui appartiennent à des stakers individuels qui font tourner des nœuds chez eux. Est-ce que ces gens vont décider de vendre ou pas, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Ouais. Mais c'est peut-être, toi qui aimes bien retourner chez Papy, c'est peut-être un play à court terme jusqu'au jour des withdraws. C'est ce que je me dis. En se disant, peut-être que les corbeaux vont réussir à convaincre suffisamment de gens de perdre leurs Ethers pour des bitcoins contre. C'est ce que je me disais, mais en fait, mon historique de trader fait qu'en général, je finis toujours par perdre ce que je voulais accumuler. Donc voilà, disons que je pense que ça dépend de l'horizon du temps de chacun, mais moi, mon placement sur Ether est un horizon de temps long. Donc tu vois, je pense qu'une façon d'optimiser, donc évidemment la volonté étant d'accumuler des Ethers, finalement, peut-être que essayer de jouer les DPEG sur des trucs qui sont très solides en surveillant bien l'actualité, qui est pas quand même une horreur sous-jacente, mais c'est vrai que c'était très rentable d'acheter du STETH quand il était en dessous de 1, et je me demande si on peut pas surperformer le staking par de l'arbitrage. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais je l'ai fait quelques fois. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Donc. Ça, il y a un truc qui est intéressant aujourd'hui et qui est relativement facile à faire, qui présente des risques, bien sûr, mais le CBETH de Coinbase, il est encore à 2,6% en dessous du prix de l'Ether aujourd'hui, si vous le cherchez dans la liquidité. Alors faites bien attention à vous parce que le CBETH ne se rebase pas. Donc en fait, la valeur juste d'un CBETH, c'est pas un Ether, c'est un petit peu plus qu'un Ether. Donc il y a des sites qui permettent de donner le rendement, le prix normal du marché primaire et le prix actuel du marché secondaire. Ça se trouve, hein, et donc faites bien attention à vous. Mais si vous pensez que les withdraws dans moins de 2 mois vont bien se passer, et a priori c'est le cas, hein, parce qu'en DevNet ça fonctionne et ça sort en testnet le mois prochain normalement. Vous pouvez avoir 6 mois de rendement de staking quasiment offert, puisque vous pouvez acheter des CBETH 2,5% en dessous du prix, attendre 2 mois, unstaker contre des Ethers, et qui du coup là seront à 1 pour 1, et ensuite faire ce que vous voulez de vos Ethers. Ça, c'est une stratégie short term qui est en risk-reward pour moi intéressante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ça veut dire que le risque par rapport à la récompense voilà, il y a le risque de Coinbase, mais bon, est-ce que Coinbase dans les 2-3 prochains mois va couler? Pendant le fond du bear market, les gens me disaient ça, puisque je l'ai dit sur les réseaux sociaux, cette stratégie-là, il y a quelques semaines, les gens me disaient, mais Coinbase va mourir. Je dis, oui, si tu veux. Mais bon, si Coinbase meurt, tu auras d'autres problèmes dans la crypto dans tous les cas. On sera moins nombreux à écouter ces lives. Hein. C'est Coinbase. Mais oui, effectivement, c'est facile
Ouais. Non, vas-y, pardon. 2,5% sur si en fait, donc là ce qui est important, c'est un autre risque, ce serait un retard de Shanghai qui quand même nous parce que là si tu dis que c'est 2 mois, 2,5% c'est facile, tu le multiplies par 6, ça fait à peu près du 13,2%, ce qui est Oui, non, supérieur, parce donc que c'est pas en possible. fait, t'es pas bloqué. C'est-à-dire que au bout d'un moment, si tu vois que ça a du retard et que le PEG il est toujours pareil, tu peux les rééchanger contre des Ethers. Le CBF il Oui, est liquide. En quel cas, t'es bloqué. mais je Et, t'as- suppose que et que tu gagnes que quand le même marché, les revenus du staking. Tant que tu détiens du ouais. CBF, tu gagnes quand même les revenus du staking. Donc, il faudrait que le CBF perde encore plus son PEG. Et là, tu serais entre guillemets bloqué si t'as pas envie de lâcher de l'argent dans l'affaire. Mais ça, c'est à envisager. Il existe d'autres, si vous êtes plus aventureux, parce que celle-là, je la mets en avant parce que je pense que Coinbase va pas se péter la gueule. Mais si vous Il y êtes a plus deux, mais aventureux, il y a des tokens de staking avec liquide Binance, hein. Oui, je pense qu'il y a même, bien shitcoinés, quoi. Vous avez des mais il trucs y a la même. bien dégueulasses avec des beaux discounts. Et Oui, mais, là, ouais, mais parfois il y a une raison. Parfois il y a une raison sur le discount. ouais, mais Mais il y a je des pense que shitcoineries qui vont y arriver, hein. Mais il y en a beaucoup qui mais vont je pas pense y que arriver. là, ça fait un moment que je regarde plus, mais je pense que Binance a le même concept de liquid staking, bien centralisé, euh, et bien sale comme on aime. Ouais, je Voilà, connais pas avec. le ratio du bet, donc qui est l'équivalent chez Binance, parce que j'avoue que je suis pas du tout intéressé par ce qui se passe sur ABSC, mais ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Et là, si vous pensez que Binance va dans les 2 prochains mois va mourir, au bout d'un moment, c'est vendez vos cryptos, quittez le live et puis achetez-vous un bunker, hein, parce que effectivement, ça peut arriver, hein, le risque zéro n'existe pas, mais ce sera pas le bet votre problème dans ce cas-là, hein, dans l'écosystème. Si y a un discount, ça peut faire partie d'un play qui est intéressant et que c'est extrêmement centralisé, mais le CBAT est extrêmement centralisé aussi. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je peux avoir quelques mois de revenus gratos sur mes Ethers. Donc, à vous de faire vos devoirs, comme j'aime bien le dire. Voilà, mais c'était quand même rigolo de dire qu'avec ce liquide, ça offre donc des possibilités de rendement de boucles intéressantes, notamment avec la sortie de la AVV3, et ça apporte aussi des opportunités d'arbitrage. Donc là, c'était la question sur l'arbitrage. Après, bon, l'arbitrage, voilà, hein, c'est toute une science. Donc, comme tu dis, il faut faire ses Ouais. devoirs. Exactement. Alors, Et pour ceux, puisque moi je fais aussi partie de ces fameux 30% des gens qui stake avec leur petit nœud à la maison et qui, le jour des withdraws, vont recevoir leur reward. J'attends avec impatience. Et je vous annonce, moi, ces rewards, je vais les convertir en R8 et les déposer sur AV si la gouvernance, puisque d'ici là, a priori, le R8 sera, si la gouvernance l'accepte, sur AV. Et ça va me permettre de doucement rebalancer mes positions qui sont en ST8 et je prévois que doucement j'ai moins de ST8 et un peu plus de R8 et un petit peu plus de Frax8 parce que si je dis que je suis pour la diversité des liquid staking dérivatifs, ça n'a pas beaucoup de sens que 90% de mes Ethers soient chez Lido. Et encore une fois, j'ai aucun problème avec Lido. Mais je pense qu'avoir une position un petit peu plus balancée avec peut-être 50% de Lido, 30% de Rocket Pool et 20% d'autres choses, voire quelques pourcents de shitcoinery s'ils arrivent à avoir des bons rendements, c'est quelque chose auquel je serais confortable. tu fais bien de le préciser. Alors, je vois qu'il y a des feedbacks dans le chat. Je vends pas tout immédiatement le jour des withdraws. Désolé les bitcoiners maximalistes. Il y aura quelques faux frères, mais effectivement, c'est difficile de connaître la proportion. Ça, écoute, on verra bien. Et comme disait Samy, voilà, c'est quand quelque chose est trop évident, en fait, ça ne l'est pas. Enfin, d'expérience en tout cas. Voilà. Il y avait alors bon, là, il y en a qui nous sont en train de nous troller avec Aptos, hein, et j'avais prévu donc c'était sur ta théorie. Donc on a parlé pas mal de Ether, de Shanghai. J'avais quelques questions sur AAV, mais bon, on va suivre le fil des commentaires. Et donc dans cette guerre des layer one, donc on a parlé. Donc toi, bon, t'es clairement positionné sur Ether. Il y a un nouvel entrant qui fait la furie sur les marchés, hein, c'est-à-dire que si tu regardes les cours sur les places
tendance de marché. Aptos a une tendance. Effectivement, nous avons parlé de Aptos sur le journal du coin, mais on peut en parler pour dire du bien, on peut en parler pour dire du mal. En fait, la parole est libre. Et donc, et donc n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de tout ça, Bah clairement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, on change le plat, mais c'est la même soupe à l'intérieur. Donc, avant, ça s'appelait EOS. Après, ça s'est appelé Solana. Et maintenant, ça s'appelle Aptos. Mais bizarrement, c'est la même sauce à investisseurs, token de VC. Et en fait, je vais même aller plus loin, et je sais que je vais en faire chez certains, mais ça fait partie du jeu de ces émissions. Hein. C'est pour ça que toujours, il y a un petit peu de piquant et on passe à un beau moment. C'est que pour moi, la guerre des layers 1 est terminée. Aujourd'hui, Ethereum domine en termes d'application, en termes d'utilisateurs, en termes de technologie, puisque Ethereum, c'est pas que la chaîne Ethereum, c'est toutes les chaînes qui utilisent la technologie Ethereum, donc Polygon, Avalanche, etc. Et la guerre des layers 1, elle a été née par Ethereum, et il faudra une révolution technologique pour changer cet état de fait. Et c'est comme ça. On est arrivé sur un nouveau paradigme. Le layer 1, c'est Ethereum. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave parce que la guerre va continuer. Il y aura toujours de l'innovation, il y aura toujours de la compétition, mais elle continuera sur les layers 2. Et aujourd'hui, on voit ce nouveau champ de bataille de compétition se développer avec la proposition d'Arbitrum qui a de plus en plus d'applications, de plus en plus de finances décentralisées, une vraie proposition de valeur. Il y a la proposition de Polygon qui est en train de devenir un vrai layer 2 avec les EKVM qu'ils ont annoncé pour la fin du trimestre. On verra s'ils tiennent leur délai. Et Starknet qui ont un vrai intérêt technologique et qui ont su concentrer un écosystème de développeurs et d'applications et d'utilisateurs qui sont très différents les uns des autres. Il y a très peu de gens qui sont à la fois en train de coder des trucs sur Starknet, utiliser Polygon et faire de la dégénérie DeFi sur Arbitrum. C'est 3 publics différents et ça, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'ils ont réussi à avoir un public à eux et qu'ils ont un avenir qu'ils construisent pour eux. Va y avoir forcément d'autres layers 2 qui vont arriver en compétition. Il y en a d'autres qui existent, comme Optimism, comme Métis, etc. Certains vont se casser la gueule, mais je pense que c'est un signe de maturité, puisque la vision de la blockchain, à la base, la vision de Satoshi Nakamoto, c'est que tu as un réseau de settlement, un réseau de notarisation de la donnée et de la valeur, et après, tu as un réseau applicatif et de transfert, un réseau d'utilisation qui sont les layers 2. Aujourd'hui, cette vision, elle est possible sur Bitcoin. En tout cas, elle est théorique avec Lightning Network, ça marche, hein, ça fonctionne. Vous pouvez avoir des wallets et payer avec, mais elle est réalisée sur Ethereum où tu as vraiment 3 réseaux différents, dont 2 qui sont actifs aujourd'hui, qui ont une adoption réelle, et même d'autres réseaux, il y en aura plein d'autres. Aujourd'hui, quand tu as cette infrastructure-là et cet écosystème-là, et que tu arrives avec tes 75% du supply qui appartiennent aux 3 mêmes VC que sur tes 3 shitcoins précédents, c'est difficile à vendre. Donc là, il y aura toujours un peu de stupidité sur les marchés, il y aura toujours de la volatilité, des gens qui espèrent leur x100, leur x1000, mais je pense que fondamentalement, la guerre des layers 1 est terminée. Et il faudra une révolution technologique pour dégager Ethereum de cette position-là en termes de technologie. Et quand on regarde l'histoire des cryptos, depuis le Litecoin, Litecoin, je vous rappelle, la proposition en 2011, c'était Bitcoin plus rapide et moins cher. Et ben, on nous a resservi dans d'autres plats avec d'autres noms, là exactement la même soupe. EOS, c'est Ethereum en plus rapide et moins cher. Solana, c'est Ethereum en plus rapide et moins cher. Aptos, c'est Ethereum en plus rapide et moins cher. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, libre à vous. En fait, un investisseur et un utilisateur, c'est pas forcément la même chose. On peut dire j'ai envie d'acheter du Aptos parce que je pense que c'est la trend et que je vais faire des profits sur cet actif. Mais en tant qu'utilisateur, je pense que les utilisateurs resteront dans l'écosystème d'Ethereum, comme c'est le cas aujourd'hui.
Écoute, moi je suis assez convaincu par ce que tu dis. Effectivement, j'ai toujours le démon qui me chatouille, hein, parce que malgré tout, moi j'ai connu Dash, hein, donc Dash qui était Bitcoin, sans doute plus rapide, moins cher et plus privé, Ah mais qui oui. ont fait, en fait, ce qui me surprend beaucoup, c'est que souvent ces coins horribles font des pumps, font des pumps stratosphériques. Et puis attention parce que par contre, il y en a beaucoup qui disparaissent, hein. Voilà. Après, c'est vrai que c'est fou parce que ça fait 20 milliards de FDV et la plupart des jetons ne sont pas libérés. Donc, ça doit être des jetons qui sont entre les mains de market makers. Je ne sais pas comment ça se passe tout ça, mais ouais, il faut faire attention avec ce type de valorisation. Ouais, clairement, c'est un. Enfin, on peut pas vous dire, parce que si demain ça fait x100, on nous accusera de pas d'en avoir parlé négativement, mais en termes de fondamentaux, aujourd'hui, il y a pas de choses qui nous semblent intéressantes. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'y consacrer beaucoup de jus de cerveau, donc je regarde de loin, mais il se passe tellement de choses intéressantes dans des choses qui ont des fondamentaux intéressants que j'ai pas besoin d'y passer trop de temps. Et Mais du, si vous préférez Arbitrum à Polygon, très bien pour vous. Si vous pensez que Starkware c'est la meilleure technologie du monde, tant mieux pour vous. Pour moi, c'est des layer 2 qui ont leur propre proposition de valeur et je suis pas en train de vous dire tel layer 2 est mieux que l'autre. Je pense qu'ils auront tous leur carte à jouer, mais c'est vraiment ça. La compétition, la guerre, elle continue sur des layer 2, sur Ethereum. Parce que Ethereum a gagné la guerre des layers 1. Moi, ce que tu disais en off aussi, c'est que par exemple, le flippening, on en parle souvent, mais il a déjà eu lieu. C'est-à-dire que si on prend tu peux le expliquer là, hein, mais tu vois, si on prend les métriques complètes, Alors là, c'est là où on va énerver les gens. C'est effectivement, mais c'est un si plaisir on d'énerver prend les gens. en fait, le flippening, c'est un peu l'Arlésienne, c'est la compétition, c'est le mercato, c'est le OMPSG des cryptos. C'est est-ce que la valorisation d'Ethereum va dépasser, supplanter la valorisation de Bitcoin. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. C'est aujourd'hui, si vous regardez le ratio Ethereum Bitcoin ou Bitcoin Ethereum, ce ratio, il se maintient, il s'est maintenu tout le bear market. Alors que si on écoute les bitcoiners maximalistes, normalement, c'est le moment, c'est leur moment de briller, hein, les bear markets, c'est-à-dire que le bitcoin est censé mieux résister que les altcoins. Ça a été le cas, mais ça n'a pas été tant le cas que ça. Hein. Je crois qu'il y a eu 10% de différence de valorisation entre Ethereum et Bitcoin sur l'année 2022. C'est pas ouf, hein. Sur un bear market, c'est pas incroyable comme performance, sachant que sur tous les bull markets, c'est les altcoins qui surperforment généralement. Donc c'est comme ça. Mais si on regarde les autres métriques, par exemple le nombre de développeurs, le nombre d'applications, le nombre d'utilisateurs, bon bah Ethereum domine depuis un moment déjà. Et j'ai envie de dire, si on compare ce qui est comparable, vous avez la valorisation d'Ethereum en lui-même, mais l'Ether, c'est Ethereum. Tout le principe, c'est qu'on fait des trucs sur Ethereum. Donc, il y a des applications décentralisées, il y a des protocoles qui eux-mêmes ont des actifs et ces actifs ont de la valeur. Donc, si on additionne la valeur des Ethers et de ces ERC20 sans avoir besoin forcément d'inclure la valeur des NFT. En fait, le flippening est déjà arrivé. C'est vous prenez la valorisation de ces deux classes d'actifs ensemble qui sont en fait le même écosystème. Le flippening est déjà arrivé. Donc ça, c'est une manière un peu marrant. Voilà, la crypto plus les tokens dessus. Ça, c'est pour énerver un petit peu les gens et à les préparer un petit peu à l'inévitable, puisque le bitcoiner maximaliste est une espèce qui s'éteint, mais il faut soutenir les espèces en voie de disparition. J'espère que les organismes internationaux les mettront en espèces protégées et on pourra aller à Biarritz une fois par an observer le maximaliste dans sa réserve naturelle. C'est vrai ce que tu dis, si tu prends, ben, c'est triste. Mais no joke, hein, surfing Bitcoin, c'est vachement sympa. Hein. Moi, j'y vais avec plaisir chaque année. T'as les fees aussi qui sont beaucoup plus importantes sur Ether que sur Bitcoin. Enfin, t'as plein de métriques, ouais, où le maître, enfin, le roi a été dépassé, hein, tu sais. Bon, mais moi, c'est pas trop grave, hein. Après, est-ce que Bitcoin disparaîtra? Mais c'est vrai que sur les, ouais, J'avais une question juste technique pour revenir une dernière fois sur l'existence en fait de ces nouvelles Altel 1. Donc là, apparemment, ça fait plus de TX à la seconde et ça a un nouveau langage, peut-être facile à prendre en main, formellement vérifiable.
Mais bon, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que les contrats vont être sécures ou quoi que ce soit. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a des jeux qui est-ce qu'on peut absolument tout construire sur un roll-up aujourd'hui? J'ai vraiment pas creusé le sujet. Est-ce que les Sur Starknet, caractéristiques ouais. comme la finalité, le temps de bloc, et cetera, il y a l'abstraction de compte sur Starknet, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut vraiment construire toutes sortes de logiques sur ces roll-up-là? On n'est pas limité par la bande passante du système, par un facteur. Il y a pas de Bah, problème. c'est Ça peut vraiment scaler à des proportions gigantesques. Bah, c'est là où on va avoir les différences entre ces layers 2. Clairement, essayer de faire de la computation, essayer de faire ce que tu décris sur Optimism, ça va très mal se passer. Optimism, c'est Ethereum avec ses limitations, sauf que ça coûte moins cher, hein, très clairement. Euh, Ils vont faire évoluer leur technologie. Arbitrum, c'est quasiment la même chose. La ZK VM, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Et si tu veux vraiment avoir de la computation et vraiment avoir de la compte abstraction, c'est cas d'usage. Aujourd'hui, les leaders en termes de technologie, c'est Starknet, très clairement. Et on verra ce que fera l'innovation là-dessus. On est vraiment au tout début des layers 2, mais ce que j'en garde, c'est qu'il y aura forcément une spécialisation. Ouais, c'est vrai que tu as la ZKVM avec Starknet qui est vraiment optimisé pour la génération de preuves avec le choix de ce langage, qui est finalement aussi une contrainte avec laquelle composer pour Starknet, mais qui, en théorie, devrait apporter de meilleures performances. Ok, c'est très cool. Et puis, il y a des compromis intéressants. Tu disais Arbitrum avec Arbitrum Nova, où on change la source de data availability pour pouvoir aller plus vite. Et donc, on place le curseur différemment sur l'axe. Bah, de toute façon, il y aura toujours des trade-offs. On a encore perdu Sam. Messieurs, je m'excuse. Ce soir, StreamYard ne veut pas que je stream. Je me fais exclure de la room systématiquement par StreamYard. Problème technique, donc désolé. J'ai une question du coup, quelle est votre stratégie, mes amis, pour 2023? Donc, toi, Marc, j'ai compris que Layer 1, bon, ça, il y a une allocation qui doit aller au L1, mais le L1 principal, c'est Ether, ça, j'ai compris. Je pense qu'intellectuellement, par contre, c'est plus stimulant sur les Layer 2, savoir lequel va l'emporter. Là, c'est où ils vont coexister. Là, c'est peut-être pas évident, mais je pense, ce que j'entends, c'est que toi, en tout cas, tu penses qu'il y a de la réserve de croissance sur ce secteur-là, qu'il y a plein de sens et que la guerre va se passer là, en tout cas que les développements. En fait, la guerre sur les layers 2 va s'intensifier puisque aujourd'hui, le seul token, enfin les deux seuls tokens de layer 2 auxquels on peut accéder, nous pauvres retail qui sont disponibles sur les marchés, c'est un Matic avec Polygon et deux Optimism. Donc du Matic, ça je vous le cache pas, ça fait partie de mes projets qui sont vraiment depuis plus d'un an maintenant, depuis qu'on a vraiment fait ce travail de recherche avant de les ajouter sur AVV2, je crois que c'était en avril 2021, avril 2022. Bon, je me souviens plus, mais il y a un moment maintenant, on avait cherché un petit peu et regardé et travaillé avec l'équipe. J'ai été pas mal convaincu sur leur proposition de valeur, leur roadmap, et ils ont pas mal des deliver. Pour moi, ils ont réussi leur bull market. Ça, c'est un premier actif de Layer 2 auquel on a accès. Le deuxième, c'est Optimism. Pour l'instant, Optimism, ils sont un petit peu en retrait par rapport aux autres, je trouve, en termes technologiques et d'adoption, mais c'est tellement tôt dans cette guerre de Layer 2 que rien n'est perdu. Mais il y en a deux qui sont absolument pas disponibles et qui finiront par l'être, c'est Arbitrum et Starknet. Qui sont, à mon avis, des actifs qui pourraient devenir intéressants. Alors, à voir leur tokenomics, à voir comment ils sortent, leur valorisation de sortie, s'ils ont levé des fonds à combien, etc. Donc, bien sûr, c'est pas parce qu'une technologie est révolutionnaire qu'il faut acheter son token. Et donc ça, c'est quand même des actifs qui probablement seront disponibles en 2023, ça me choquerait pas, et qu'il faudra soit intégrer, soit rejeter de son portfolio, mais en tout cas étudier. Je pense que c'est très intéressant. Arbitrum, je pense qu'ils sont pas loin de déployer le jeton Arbitrum, parce que il y a eu pas mal d'évolutions techniques ces derniers temps, et il faudra à un moment ou un autre décentraliser cette notarisation vers le layer 1.
Et un token, bah, ça permet de le staker, de faire tourner des nœuds validateurs, puisque aujourd'hui, on peut faire tourner des nœuds Arbitrum Nova. C'est ce que je fais sur mon full node à la maison, mais aujourd'hui c'est juste on participe pas au réseau, quoi. On a une copie de ce qui se passe, mais c'est pas quelque chose, on n'a pas une participation qui est active. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment ils se disent bon bah les gars, jusqu'ici c'était nous qui notarisions. Alors bien sûr, il y a des preuves cryptographiques qui font que bah au bout de 7 jours, on peut nous faire confiance, mais à partir de maintenant, on sort un token et ce token vous permettra, selon certaines conditions, de participer à cette validation du réseau et à toucher des fees du protocole, sachant que en termes de volume, Arbitrum c'est assez élevé aujourd'hui, donc ça fait partie des jetons qui m'intéressent très fortement. Encore une fois, ça dépendra de la tokenomics, ça dépendra de la valorisation, de comment c'est distribué, etc. Mais si ça sort cette année, bien sûr que je vais l'étudier de près pour l'intégrer ou pas. T'as pas au niveau, penses-tu, il y a une question penses-tu qu'il a encore autant d'être éligible à l'airdrop d'Arbitrum? Je suppose qu'on n'en sait rien, mais enfin, est-ce que tu as des insights? Moi, je sais pas. Aucune idée. Ils ont fait pas mal de quests et de machins, donc il y aura forcément un airdrop. Mais dans quelle mesure? Moi, je préférerais, tu vois, ça ferait partie des trucs qui seraient pas mal dans les tokenomics, que le airdrop soit pas trop degen. Parce qu'au bout d'un moment, les airdrops, c'était un truc du cycle précédent. Ça fait plus de mal que de bien. Je pense que l'écosystème est passé à autre chose. Il y a eu tellement de farming sur ce airdrop-là, tellement de centaines de milliers d'adresses qui ont fait des actions sur les 3 mêmes protocoles en boucle, qu'au final, on sera forcément déçu. Donc, si c'est pour perdre 40% du supply, pour que 3 machines à bot récupèrent 30% des tokens et dumpent tous d'un coup, sans intérêt. Franchement, non. Ah, c'est une lecture, ça veut dire? C'est quoi? Ouais, qui est intéressante. Il y a des points intéressants dessus. Qui fait une rétrospective sur l'airdrop de Uniswap et qui mesure finalement son impact, quel a été le comportement des gens, qui a hodl, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, il propose quelques conclusions en observant différentes données sur Dune. Voilà, c'est gratuit. Je vous laisse là. Et voilà. Et la conclusion, c'est que il était fair ou il était unfair, c'était une réussite ou pas? Celui de Uniswap devait être une réussite, non? Il était plus ou moins surpris, non, celui-là, on va dire. non, Pas. c'était pas vraiment la conclusion. Voilà, j'ai vu un airdrop broken system, donc ça rejoint ce que vient de dire Marc. Après, moi, je vais pas cracher dans la soupe. Ça m'a fait gagner énormément d'argent, les airdrops. Qui est bien été positionné en 2020-2021. Ça a été des montants qui changent la vie. Hein. Et je comprends que les gens ont envie de goûter ce qu'on a vécu. Mais malheureusement, en fait, on peut pas refaire 2 fois la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un processus qui a tellement été industrialisé que n'importe quel projet, vous sortez n'importe quel protocole, vous avez 30 pélos sur votre Discord et 50 personnes qui vous follow sur Twitter, et pourtant vous avez 5000 adresses qui ont déposé quelques centimes sur votre protocole parce qu'ils sont venus farmer votre airdrop potentiel. C'est complètement cassé. Et je pense que l'expérience qu'il y a eu avec Paraswap, ça a été un peu le point de saturation pour moi là-dessus, où en fait les mecs, ils se plaignent de pas avoir eu de l'argent gratuit, quoi. C'est au bout d'un moment, les parents ont pas fait leur boulot, quoi. On te donne de l'argent gratuit et les gens disent ah ben non, tu m'as donné 5000 balles et pas 10 000 balles, t'es vraiment un salaud. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Ce système-là, il était très bien, mais il a été perverti, et puis il faut passer à autre chose. Il faut trouver d'autres manières de distribuer les jetons de gouvernance du protocole. Ok,
Mais alors j'ai encore, bon, je sais, on arrive sur les derniers sujets, hein. Donc dans tes sources intérieures, on a fait les layer 1, layer 2. Est-ce que des protocoles, donc on a parlé évidemment du protocole de défi sur lequel toi tu as consacré le plus de temps à titre personnel, donc AAV, où tu as travaillé. Donc là, tu peux d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de parler de l'initiative. Si toi tu es reparti, tu es passé du corps vers, enfin en tout cas la compagnie, vers une initiative de gouvernance. Tu nous en parlerais, tu nous en dirais quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc, depuis le premier jour d'AV, moi, j'étais associé à aux compagnies d'AV. Donc, il y a une entreprise qui est dirigée par Stanley Kulechov, qui est le CEO des AV Companies, qui a créé Headland et qui ensuite a créé AV. Et donc, j'ai fait partie de cette équipe-là depuis plus de 3 ans, pendant plus de 3 ans. Et là, juste avant les périodes des fêtes, j'ai remis ma démission pour quitter la compagnie et lancer ma plateforme de délégation pour la DAO. Et au lieu de travailler pour une entreprise qui forcément est centralisée, puisque c'est une entreprise, ça ne veut pas dire que le protocole est centralisé, puisque le protocole et l'entreprise, c'est deux choses qui sont différentes. J'ai estimé que on avait atteint une suffisante maturité sur le protocole AV pour que mes contributions sur ce protocole, elles se fassent plus depuis une entreprise, mais directement avec la DAO. Et donc, j'ai lancé l'AV-Chain Initiative que j'ai fondée, qui est un délégué de la DAO AV. On a fait une campagne pour que les gens qui ont des UAV et qui le souhaitent et qui trouvent que les contributions de la VCHA Initiative sont intéressantes pour le protocole AV puissent déléguer leur vote directement à nous. Cette campagne aura un mois, puisqu'on a lancé il y a un mois, a eu un énorme succès et aujourd'hui a eu tellement de succès qu'on est le premier délégué de la DAO AV. En termes de pouvoir de vote et de pouvoir de proposition, ce qui nous permet de créer des propositions et d'initier des votes dans la gouvernance d'AV. Donc là, par exemple, là, une grande partie des votes sur les liquid staking dérivatives vont être faits par la VCHA Initiative. On a pas mal participé aussi aux discussions de gouvernance et il y a une certaine roadmap qui va se dérouler petit à petit. Samy est il a des problèmes de régie là, il a l'air d'être dans l'enfer. Il doit avoir un secteur extrêmement technique. Il est power user. Donc, et donc voilà, donc on a pas mal d'idées pour faire évoluer AV, pour augmenter le revenu d'AV, pour modifier aussi les tokenomics du jeton AV. Ça c'est un truc, je le cache pas depuis longtemps, que je suis assez attaché sur le fait que les gens qui stakent du AV devraient avoir un revenu. Une partie des revenus du protocole AV. Et du coup, avec la sortie du Go, avec la V3, c'est l'occasion de pousser ces choses-là. Lorsque j'étais dans la compagnie, j'avais un devoir de neutralité, puisque on était la compagnie qui avait créé le protocole AV. Maintenant, je suis un chômeur et je suis un chômeur derrière mon ordi qui peut participer librement à un forum et proposer des idées et des modifications sur le protocole. C'est super intéressant parce que donc là, ce que tu dis à demi-mot, mais qui est tout à fait normal, c'est que tu veux donner plus de sens possible au token. Ouais. J'en ai du token, donc pourquoi pas, non? Et oui, et l'état actuel, c'est quoi? L'état actuel du tokenomics, c'est comment ça marche en quelques lignes? Parce que j'ai pas assez bossé. Je sais que par exemple, AAV est un protocole qui rencontre du succès. Donc en termes de TVL, c'est max. Vous êtes troisième de l'écosystème. En termes de fees générés, il y a des frais générés. Enfin, je veux dire, il y a des volumes, il y a un produit market fit. Par contre, ce que je ne sais pas, parce que j'ai pas fait mes devoirs, pas assez en tout cas, c'est comment sont dirigés ces frais, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne, est-ce que être détenteur de AAV token, ça donne un avantage par rapport à l'application. Enfin, quel est l'intérêt d'être détenteur de token? Alors, l'application en elle-même. Déjà, le protocole appartient aux gens qui ont du token AV. C'est-à-dire que le protocole ne peut évoluer que par les votes de gouvernance qui sont décidés par les gens qui ont du token AV ou les gens qui ont reçu du pouvoir de vote par les gens qui ont du token AV en tant que délégués. Moi, j'ai un pouvoir de vote qui est beaucoup plus important que le nombre d'AV que je possède à mon nom propre
Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens dans la communauté, et si vous en faites partie, je vous remercie, qui ont délégué leur pouvoir de vote. Donc déjà, on est propriétaire du protocole AV. Genre, littéralement, on peut le modifier, ajouter des nouveaux actifs et décider de faire ce qu'on veut sur l'évolution du protocole. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il existe un safety module, un système de protection des marchés AV qui existe, avec une partie du supply qui avait été dédiée à ça dès le lancement d'AVV1, qu'on appelle l'écosystème Reserve, qui va venir rémunérer les gens qui viennent protéger le protocole. C'est-à-dire que si vous avez du AV, vous pouvez décider sur l'application AV de déposer vos AV en staking, et vous allez toucher non pas de l'inflation puisque c'est un supply fixe, mais cette partie du supply qui a été attribuée à ça. Aujourd'hui, ce rendement sur le AV simple, il est à 6%. Il était un petit peu au-dessus, mais malheureusement, les gens se sont dit j'ai envie d'avoir plus d'AV, donc je vais aller le staker. Donc, si vous faites ça, n'hésitez pas à arrêter de le faire. Comme ça me fait plus de rendement pour moi. Merci. N'hésitez pas à vous sacrifier pour. De gens qui stake là, ça représente 400 millions de dollars aujourd'hui. Donc, c'est quand même pas mal. Le truc est c'est 30%, je dirais 33%. Donc, non ouais, il y a une grosse partie des AV qui sont en staking, effectivement. Ouais. Je sais pas exactement le nombre d'AV, mais tout est sur les smart contracts. Donc, si vous voulez aller fouiller, tout est sur la blockchain. Si tu me dis que ça fait 400 millions de dollars, la valo en ce moment, elle est à 1,2 milliard, tu vois, donc un tiers, je dirais à peu près. Ça doit être dans ces eaux-là. Après, le chiffre précis peut aller être vérifié. La deuxième option, c'est d'apporter de la liquidité entre AV et l'Ether sur Balancer, ce qui permet, en cas s'il y a un problème sur le protocole, d'accéder à des Ethers qui auraient été mis en liquidité pour pouvoir repayer les utilisateurs. Jusqu'à aujourd'hui, sur plus de 2 ans et demi, maintenant presque 3 ans d'AV, ça n'a pas été utilisé le safety module. Pourtant, il y a eu les petits soucis entre guillemets avec le CRV qui ont été résolus aujourd'hui d'ailleurs. La proposale est passée et l'ensemble de la dette excédentaire de CRV a été repayé aujourd'hui par les smart contracts. Non, le vote est passé hier et a été exécuté aujourd'hui. Mais comme la somme en jeu était relativement faible et qu'il y avait plus d'argent en trésorerie, la gouvernance a décidé de pas mobiliser le safety module. Sinon, tous les gens qui auraient staké dans le safety module auraient perdu 1%. Donc, vu que ça rapporte 6%, c'est quelque chose qu'on peut récupérer entre guillemets en 2 mois, mais ça fait partie des risques et c'est un truc qui est important de comprendre. Le safety module, c'est pas juste je stake et je gagne de l'argent, c'est non, je protège le protocole et s'il y a un problème dans le protocole, je m'engage et du coup à ce que une partie de mes fonds soit utilisée pour faire en sorte que les utilisateurs d'AV soient protégés. Donc c'est quelque chose qui est réel. Qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent. On espère qu'il ne sera jamais utilisé, mais qui présente potentiellement un risque. Et d'ailleurs, si ça vous fait peur, je vous invite à unstaker, comme ça me fait plus de rendement, merci. Protéger mon yield. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est le rendement actuel. Sauf que le protocole génère un rendement en lui-même. La DAO, les gens, quand ils empruntent sur AV, ils payent un taux d'intérêt. Entre 85 et 95% de ce taux d'intérêt va aux gens qui ont apporté de la liquidité sur AV. Mais il y a ce qu'on appelle le reserve factor, entre 5 et 15% des intérêts qui sont payés, qui va directement à la DAO AV. Cet argent, sur 2 ans et demi, ça représente entre 65 et 70 millions de dollars. Et cet argent appartient à la DAO, est contrôlé directement par les gens qui ont du token AV et peut être distribué directement par des votes sur la gouvernance AV. Il n'y a personne dans le monde qui a un bouton qui peut partir avec la caisse. C'est l'intérêt de la DeFi par rapport à la CeFi. Et tout le monde peut vérifier où est cet argent et combien il y a d'argent, etc. Et donc cet argent a été utilisé pour financer le développement d'AV. Donc, par exemple, les AV compagnies ont été financées sur ces 2 années et demie à hauteur de 15 millions de dollars pour développer la V1, la V2 et la V3. C'était la proposition de la V3 qui avait été financée là-dessus. BGD Labs, qui est une partie des core développeurs qui ont fait comme moi, ils ont démissionné de la AV compagnie et travaillent directement pour la DAO.
Ils ont été financés. Il y a des risques teams qui font en sorte que les risques sur le protocole et les paramètres de risque soient tout le temps adaptés à la réalité du marché pour que les marchés sont safe. Il y a des grandes DAO qui distribuent des subventions pour les gens qui développent sur AV. Et, tout ça, ça a distribué, des fonds ont été distribués et aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 30 millions de dollars qui restent dans cette réserve. Et il y a surtout un revenu qui, pendant qu'on parle, le protocole AV gagne de l'argent. Et surtout, avec le Go, il y a un changement de paradigme. Le Go, c'est le stablecoin d'AV, puisque lorsque un Go est minté, il n'y a pas d'apporteur de liquidité à rémunérer. C'est-à-dire que 100% des intérêts va directement à la DAO d'AV. Et donc, en fait, ça dépendra des taux d'intérêt sur les stablecoins, etc. Mais actuellement, sur les prévisions, un Go qui est créé, c'est l'équivalent en termes de revenus pour AV entre 6 et 8 USDC qui seraient empruntés sur AVV2 en termes de rendement. Donc le rendement du protocole AV devient beaucoup plus profitable à partir de la V3 et à partir du Go. Et du coup, il sera probablement là aujourd'hui AV gagne plus que ce qu'il dépense entre guillemets. Mais si cet écart continue à se creuser, est-ce que ça fait du sens d'avoir une trésorerie où aujourd'hui il y a 30 millions alors que toutes les factures entre guillemets ont été payées? Alors est-ce que ça fait du sens d'avoir 50 millions, 100 millions, 200 millions qui dorment? Et c'est aussi un signe de maturité, c'est-à-dire que sur normalement les projets qui sont dans de la technologie récente, il est très très rare d'avoir un rendement lorsqu'on a des actifs qui sont liés à ça, puisque 100% des revenus de ce projet sont réinvestis immédiatement pour faire de la recherche, du développement, et il reste beaucoup à faire. La finance décentralisée, c'est un marché qui est immature, donc je suis complètement opposé que 100% des revenus aillent directement aux gens qui stakent du AV, par exemple, mais je pense qu'il est temps à partir de la sortie du Go, qu'un pourcentage des revenus aille au safety module. Alors au début, ce sera ridicule et les gens se moqueront de nous sur les réseaux sociaux, parce que par exemple, si on redirige 20% des revenus du Go au safety module, on va se retrouver avec un rendement dans le safety module, très probablement au début, puisqu'il n'y aura pas beaucoup de Go en articulation, etc., de 6% à AV et de 0,2% en Go. Et les gens, ils vont dire, ah putain, merci Marc, real yield, 0,2% de rendement, et ils vont se foutre de notre gueule. Mais j'ose espérer que les gens qui ont une vision un peu plus à long terme et qui se disent que lorsqu'il y aura plus de revenus dans le protocole, que le protocole sera encore plus mature, qu'il y aura d'autres produits, qu'il y aura aussi plus la possibilité d'augmenter le ratio entre ce qui est distribué au safety module et ce qui est gardé dans la DAO, que ce rendement en fait va continuer d'évoluer par rapport à l'activité économique réelle du protocole. Et ça, c'est une vision qui m'intéresse. Mais je m'attends parfaitement à ce qu'au début, sur les réseaux sociaux, ils disent putain, l'AV-Chat Initiative, merci pour les 0,2%, j'ai gagné 10 centimes ce mois-ci. Mais ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez AV, nous, on construit des choses qui sont sur le long terme. Et qui sont toujours liées à l'activité économique réelle. Il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'inflation à 30% par an qui vont créer un rendement de farming, etc. Lorsque vous gagnez de l'argent sur... il n'y a jamais eu d'inflation sur AV. Le supply est fixe. Il y a eu un écosystème réserve et un liquidity mining qui a duré un certain temps, et à un moment, il s'est arrêté. Parce que le but du jeu, c'est pas de créer des tokens à partir de rien. C'est-à-dire, il y a un pourcentage du supply qui était associé à ces idées d'avoir de la croissance du protocole. Aujourd'hui, le protocole est plus mature, a atteint une certaine croissance. Il y a encore plein de choses à développer, plein de choses à inventer et plein de choses à faire. Mais on se concentre aujourd'hui, quand vous gagnez de l'argent sur AV, cet argent, il vient de gens qui ont emprunté. Et en fait, c'est une activité économique réelle. Ils ont emprunté pour faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça leur rapportera ou pas de l'argent, mais ça, c'est les marchés financiers. Si vous pensez que emprunter, déposer, faire du levier, c'est pas de l'activité économique réelle, je suis désolé de vous dire que la finance, ça existe, et que ça fait partie de l'économie. De toute façon, tant qu'il y a des frais, il y a une activité réelle. De toute façon, si quelqu'un est prêt à payer, c'est que ça lui est utile d'une façon ou d'une autre. Comment, on ne sait pas, mais c'est
quelqu'un qui est prêt à payer pour utiliser un service. Donc, c'est super sympa. Écoute, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal sous le capot encore. Et ce fameux token, est-ce qu'il y a une date d'échéance? En fait, ce stablecoin, pardon, excuse-moi. GHC. Alors, en fait, la roadmap, elle est très simple. La V3, sur ce trimestre, c'est V3, Go Oui. et Portals. Donc V3, c'est demain. Ah. Donc ça y est, c'est acté, hein, c'est fait. Ouais. Donc les gens ont attendu, mais ça y est, c'est fait. Une fois qu'on a V3, on peut déployer le Go, puisque le Go nécessitait l'architecture de la V3, techniquement. Il reste 2 votes à faire sur le Go. Le premier, c'est de décider quels actifs peuvent être utilisés comme collatéral pour créer du Go. Donc, a priori, ce seront les actifs de la V3. Quelle est la courbe d'intérêt du Go? Donc, il faudra faire la balance entre quelque chose qui est très attractif à créer pour éventuellement avoir de la croissance sur le Go au début, mais en même temps, on est toujours lié à l'activité économique réelle. Si ça coûte rien de créer du Go, ça peut créer quand même des soucis en termes de marché. Et ça sera des discussions qui seront faites de manière ouverte, publique, transparente sur la gouvernance d'AV. Et le troisième truc, c'est les portals, qui est un peu la révolution technologique de AV3 qui va mettre un tout petit peu plus de temps à arriver, mais qui est déjà dès le premier jour de l'AV3, qui va permettre de jouer sur le multi-layer et d'avoir des positions entre différentes blockchains. Partout où est AV, en fait, la position d'un utilisateur d'AV, grâce à Portal, peut devenir complètement globale et on oublie sur quelle blockchain, on n'a plus besoin de penser sur quelle blockchain on est, où est son collatéral, où est sa dette, etc. Portal permet que, en fait, AV, c'est certes différents marchés sur différentes blockchains, mais c'est aussi un ensemble, un écosystème de liquidité qui peut interagir entre elles. Donc il reste plein de choses à faire sur AV là. Mais... Et du coup, je le fais du côté de la DAO maintenant. C'est super, écoute. Il y a quelques questions dans le chat. Donc, staking sur L2 sur AAV. Tu vois, il y a des questions relatives au L2, au staking. Est-ce que ça doit se faire sur Ethereum ou je pense que ça fait référence au safety module, je suppose. Le staking ne peut se faire que sur Ethereum. Si on vous propose du staking d'AV en dehors d'Ethereum, vous êtes en train de vous faire narguer. J'annonce aussi la supply, et ça c'est dans le smart contract du token, est fixe sur AV. Il n'y a pas de possibilité sans vote de gouvernance de distribuer le moindre token, parce que je vois passer très régulièrement sur les réseaux sociaux des faux airdrops de AV, etc. Techniquement, c'est impossible. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire il y aura pas d'airdrop, tu sais le truc typique, il y aura pas d'airdrop, mais en fait il y en aura un, etc. Là, je vous dis que techniquement, et notre code est open source, il est absolument impossible sans un vote de gouvernance, et a priori c'est pas le mood de faire ça, d'avoir le moindre airdrop. Donc si vous suivez un lien, si vous allez sur un site qui ressemble vachement à AV et qu'on vous dit connectez votre wallet et signez cette transaction pour vous inscrire dans une whitelist, pour avoir un airdrop, pour avoir du Go, pour avoir ce genre de truc, vous êtes en train de vous faire arnaquer et vous allez vous faire voler votre argent. Et malheureusement, ça arrive trop régulièrement. Donc, je vous invite à la prudence. Si c'est trop beau, c'est que souvent, il y a un souci. Tu fais bien pour cette mise en garde. Je continue avec les questions. Va-t-on devoir bouger ces tokens AAV stakés de la V2 vers la V3 ou c'est fait de façon automatique? Le safety module ne change absolument pas, comme il n'a pas changé entre la V1 et la V2, donc ce sera encore le même pour la V3. Par contre, vos positions, il faudra les migrer. Vous n'avez pas besoin de vous presser pour le faire. Si vous avez une position sur la V2 sera toujours là, elle fonctionnera très bien, elle sera maintenue sur l'applicatif tant que Ethereum existe en fait, parce que les smart contracts ils vont pas partir. Par contre, dans moins d'un mois, il y aura un outil même moins que ça, dans quelques semaines, il y aura un outil de migration qui vous permettra en un seul clic de transformer votre position V2 en position V3. Donc, vous embêtez pas à faire 50 transactions, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes aujourd'hui sur la V2, il y a des trucs vachement bien sur la V3, mais vous n'avez pas besoin de vous presser pour migrer. Encore une question. Quels effets aura la V3 sur le AAV Gochi?
Ça, je sais pas si Alors, ça a un lien, mais c'est pas la même chose. Avegotchi, c'est un projet frère c'est c'est un projet frère d'Ave, c'est-à-dire que l'équipe fondatrice des Ave Companies a soutenu Pixelcraft Studio, qui est une entreprise de développement de jeux vidéo sur la blockchain, qui a lancé Avegotchi. Mais par contre, c'est un projet qui est complètement séparé. C'est-à-dire que Ave n'a pas de contrôle sur Avegotchi et on est proches, mais c'est pas chose. Et sachant que nous, on les a soutenus, c'est-à-dire que les corps fondateurs d'Ave ont mis de la liquidité dans la banding curve du Ghost au tout début, à hauteur de pas énormément de sous. Et Avegotchi, c'est un projet qui a pas de VC et qui est très indépendant. Et ils sont très attachés à ça. Donc on n'a pas non plus eu un pourcentage du supply incroyable. Enfin c'est un projet qui est ultra indépendant et qui est très intéressant. Il y a un gros pour ceux que ça intéresse. Il y a la communauté française, une partie de la communauté française d'Avegotchi, la Crypto Farmy, qui sont assez cool. Ils ont un Discord qui ont fait un truc. Moi j'avais vu passer le teaser et les mecs ont bossé dur avec Sandbox, où en fait ils ont recréé le monde d'Avegotchi dans Sandbox et la vidéo est assez cool et ça donne plutôt envie. Donc c'est un projet qui se développe. C'est un projet que je suis d'assez près. J'ai encore tous mes Avegotchi. Je fais appel à ce qu'on appelle un scholar, c'est-à-dire que j'ai malheureusement pas le temps de jouer en permanence parce que c'est assez chronophage quand même. Et comme j'ai beaucoup de Gotchi, ça prendrait beaucoup de temps. Mais je fais appel à ce qu'on appelle un scholar qui joue à ma place en échange d'une partie des revenus. Mais il se passe plein de trucs et c'est plutôt cool avec Gotchi. voilà. Il y avait le portal. Est-ce que c'est pas dangereux cette évolution? Alors on nous demande dans le chat le lien pour le wallet Frame. Alors je vous l'écris, c'est frame.sh. Voilà. Ah parfait. Non, portal, l'évolution, est-ce qu'elle n'était pas risquée? Est-ce que c'est alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est un petit peu technique, donc je vais rester sur une version simple, parce que tout ça, ce sera plus détaillé en temps venu quand ce sera bien sûr open source, ce sera bien sûr détaillé. Il y aura un papier sur les portals qui sera disponible. C'est juste, je vais donner quelques indications sur l'architecture globale. C'est qu'en fait, Portal, ça permet de créer de l'argent à partir de rien, entre guillemets. Donc là, ça commence à faire peur aux gens. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'on peut créer des A-tokens qui n'ont pas forcément de collatéral. Alors, quand je dis ça, et là je vous demande votre attention, c'est que par exemple, si je crée grâce à Portal des AUSDC sur Polygon AVV3, il n'y a pas d'USDC sur Polygon à ce moment-là qui me permettent de faire ça. Donc, ma position et le marché Polygon AVV3, lorsque j'utilise le portal, est sous-collatéralisé. Donc, sur le papier, c'est horrible. C'est genre Terra Luna, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le système AV en global et les positions des utilisateurs en global et où est-ce qu'ils ont du collatéral. Et en fait, grâce à une technologie qui permet au smart contract de communiquer entre différents réseaux, ce qu'on appelle le cross-chain messaging, qui permet la communication entre différentes blockchains. Le système est capable de détecter que, en fait, sur Ethereum, j'avais des Ethers, j'avais des USDC, et en fait, par le biais de activer cette liquidité sur Polygon, je bloque l'équivalent surcollatéralisé de cette liquidité sur Ethereum. Donc, quand on regarde AV au global, toutes les positions sont bien entendu surcollatéralisées. On n'a pas pris un virage des gens Terra Luna du jour au lendemain. Et en fait, c'est une évolution technologique qui permet de comprendre en tant que protocole où sont les fonds des utilisateurs et d'autoriser du point de vue d'une seule blockchain des positions sous-collatéralisées, mais quand on observe le système en entier, en fait, toutes les positions sont surcollatéralisées. Après, il y aura plus des détails techniques et comment ça fonctionne d'un point de vue architecture quand ce sera un petit peu plus près dans les prochains mois. Bon, mais parfait. De toute façon, là, je pense que... Dans le chat, ils disent « T'inquiète, Christine a l'habitude de créer de l'argent à partir de rien. » Voilà. Bon, effectivement. Le Trela est en plus, il n'est pas créé à partir de rien.
Tu disais que il faut juste voir en global. Il y avait une petite question sur Métis. C'est peut-être la dernière que je prends ou que je relais en tout cas. Et sachez que de toute façon, Marc va revenir la semaine prochaine. Une fois que l'interface de la V3 sera là, tu vas nous faire des boucles terribles. Tu vas nous mettre en lumière un peu comment ça marche à balles réelles. Et je vais faire un petit peu de shitcoinerie, forcément. Ah ben, aujourd'hui, on discute et la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, je vous fais des démos, quoi. C'est rigolo aussi de montrer les choses. Ah oui, moi je suis 100% fan de ça, donc tu as raison. Et donc la dernière question était sur Métis, en plus de Matic. Alors Métis, c'est à la base, si je dis pas de bêtises et m'insultez pas si c'est pas le cas, mais je suis presque sûr de moi, c'était un fork d'Optimism, c'est-à-dire qu'ils ont repris le code source, la base du code source du layer 2 Optimism, qui est un optimistic rollup. Ils ont apporté leurs modifications à ça, donc aujourd'hui c'est vraiment deux projets qui sont assez différents. C'est un des layers 2 qui est aujourd'hui disponible, qui a un petit écosystème qui a malheureusement, du fait du bear market, perdu pas mal de liquidité et de volume. Mais cependant, j'ai rencontré plusieurs fois l'équipe et ils ont été assez actifs. Ils bossent dur. C'est le bear market, tout le monde a moins de liquidité qu'avant, hein, c'est de toute façon. Et ils ont vraiment bossé sur l'aspect technologique. Et pour l'instant, ils sont en retrait par rapport aux autres. C'est pour ça que ça faisait pas partie des layers 2 que j'ai cités parmi les principaux, hein, Polygon, Starknet, Arbitrum, Optimism. Pour moi, ils sont en retrait. Métis, ils sont encore plus en retrait en comparaison à cela. Mais comme je l'ai dit aussi, on est au jour 1 de la guerre des layers 2. Il faut pas enterrer les gens trop tôt et ça, c'est une équipe assez sérieuse qui pour moi a un intérêt. Est-ce que je vous recommande d'acheter l'actif? Pas du tout, parce que je connais absolument rien au tokenomics et moi j'en détiens pas. Mais par contre, je connais l'équipe et un petit peu l'écosystème. Ils ont une petite proposition de valeur. Est-ce que ça marchera? Je leur souhaite, hein, mais je suis incapable de dire où ça en est, où ça va mener dans le futur. Mais en tout cas, c'est pas un scam, ouais, clairement, si c'est ça la question. Oui, c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça. Mais écoute, merci Marc, hein. De toute façon, merci Marc pour toutes tes réponses. La question sur l'Oprim, on en parlera la semaine prochaine. On fera des démos la semaine prochaine. Et j'ai hâte qu'on y soit, hein. Donc merci encore pour toutes tes explications, pour les petits tirs quand ils étaient mérités. Moi, c'est toujours un plaisir de venir vous voir au Journal du Coin.